Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes donc le maire LR de Meaux, ancien ministre, notamment du budget. On va beaucoup en parler. Mais tout d'abord sur les enjeux de la visite d'État au Maroc. C'est qui le patron, monsieur Copé ? Qui impose ses vues ? Côté marocain, on a donc obtenu la reconnaissance du Sahara occidental qui a été actée. Et côté français, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Écoutez, moi je pense que c'est un événement politique et diplomatique majeur, cette visite d'État au Maroc. Moi je fais partie des gens qui sont très très engagés dans la relation franco-marocaine et donc je suis très heureux que enfin, après 7 ans d'errance diplomatique parfaitement inutile durant lesquels le président de la République objectivement a mendié une espèce d'exclusivité avec l'Algérie qui n'a strictement rien donné, on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire que j'espère qu'on arrivera à améliorer la relation avec l'Algérie, mais qui est un dossier infiniment complexe. Mais on a la chance d'avoir avec le Maroc, grâce à l'implication de présidents de la République successifs, je pense en particulier à Jacques Chirac, une relation très forte avec le Maroc, qui doit, j'espère, se traduire par un retour de la relation à la fois sur les questions économiques et sur les questions migratoires. Nous allons en parler, mais sur les questions migratoires, donc on l'a dit, la reconnaissance du Sahara occidental actée, et du côté français, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Le président hier français face au Parlement marocain, il dit qu'il faut qu'il y ait plus de résultats. Où sont-ils ? Est-ce qu'il y a eu un objectif chiffré ? J'espère qu'on va faire de cette visite d'État le point de départ d'une nouvelle relation, parce qu'on a perdu beaucoup de temps dans des relations très dégradées avec le Maroc. Je rappelle qu'on n'a quasiment plus signé aucun grand contrat industriel, que la coopération migratoire est au point mort, alors que sur ces deux sujets, on a énormément d'enjeux, nous les Français. Évoquons ces deux sujets. Et d'abord l'aspect migratoire. Sur ce sujet, Bruno Retailleau, Jean-François Copé, serre la vis au préfet avec une circulaire vraiment musclée quand on la lit dans le détail, demandant notamment, c'est un point systématiquement, de faire appel à la remise en liberté d'un étranger potentiellement dangereux. Est-ce que vous soutenez, est-ce que vous encouragez le volontarisme du ministre de l'Intérieur aujourd'hui ? Écoutez, Bruno Retailleau fait comme prévu un travail remarquable. Voilà, je dis comme prévu parce que je connais bien. C'est vraiment, comme disent nos amis anglais, the right man at the right place. Voilà, il est exactement à sa place pour faire ce que les Français attendent en réalité, c'est-à-dire le retour de l'ordre à nos frontières et, j'espère, petit à petit, dans la rue. Tout est à faire dans ce domaine. C'est un des grands passifs de ces 12 dernières années. Voilà, depuis l'arrivée du président Hollande et puis ensuite du président Macron, l'État a reculé dans ce que l'on doit appeler l'autorité au sens premier du terme. Donc oui, Bruno Retailleau incarne ça. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il faut maintenant du temps, des moyens politiques, mais au moins l'orientation, elle est claire. A-t-il les moyens de ses ambitions ? Il devrait y avoir, là, il demande au préfet, pour être clair avec nos auditeurs et téléspectateurs, d'appliquer la loi. Bien sûr. En réalité, mais il va y avoir normalement une nouvelle loi immigration. Un point précis, monsieur Copé, est-ce que vous seriez pour que l'AME, c'est ce que souhaite monsieur Retailleau, soit transformée en aide médicale d'État, d'urgence, ce qui fait hurler la ministre de la Santé ? Bon. Écoutez, c'est classique. Il y a toujours sur ces sujets un débat de fond qui est de savoir s'il n'y a plus d'aide médicale d'État, est-ce que pour les étrangers en situation irrégulière, donc s'ils ne sont plus soignés, est-ce qu'il n'y a pas un risque de propagation, de maladies, etc. C'est ça le sujet du côté du ministre de la Santé. Bon, moi je pense qu'en réalité, il faut un principe et que ce principe donne lieu, le cas échéant, à l'examen de situations individuelles. Ce principe, c'est qu'on ne peut pas raisonnablement continuer de prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière payent des franchises. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et ça fait des années qu'avec d'autres, je dis qu'il faut le faire. Je me souviens même quand je présidais la majorité à l'Assemblée du temps de Nicolas Sarkozy, je n'avais même pas obtenu gain de cause sur ce sujet. Ça m'énervait. J'ai dit, mais c'est le bon sens. Enfin, on ne peut pas être le pays qui, dans ces domaines, constitue des poches entières d'attractivité pour l'immigration illégale et donc pour des filières mafieuses. C'est ça qui est en jeu. Mais là, aujourd'hui, le problème est encore pire parce que maintenant s'ajoutent à tout ça les phénomènes de trafic de drogue qui s'ajoutent à ça. Mais sur l'AME, comme sur d'autres mesures... Copé, puisque voilà ce que dit la ministre de la Santé, voilà ce que veut le ministre de l'Intérieur. Quelle sera la ligne politique ? Écoutez, les différents gouvernementaux, ça existe. Il y a un Premier ministre qui est là pour trancher les différends. Dans un gouvernement, c'est normal.
Écoutez, vous avez vu d'où on vient quand même. C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à constituer un gouvernement avec un socle d'une majorité, certes, qui est pas absolue, mais enfin au moins il y a quelque chose qui tient. Donc essayons de le positiver. C'est ce qui vous fait dire d'ailleurs, malgré quand même des divergences de fond, Jean-François Copé, et vous avez déclaré ceci: si un malheur arrive à ce gouvernement, le pays sera instantanément plongé dans le chaos. Donc c'est Monsieur Barnier ou le chaos ? Ah bien sûr, ça je n'ai aucun doute. D'ailleurs, je le dis sur votre antenne comme partout où je peux, à tous les Français que je rencontre. En réalité, notre sujet, il est très simple. Si il arrive malheur au gouvernement Barnier, s'il est renversé, parce qu'il y a une motion de censure qui serait votée, par exemple, en coalition entre les deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, dans la minute qui suit, il n'y a plus de solution institutionnelle. Il faut bien que chacun l'entende. Parce qu'en réalité, si on ne trouvera pas une deuxième solution. Il n'y a pas 36 Michel Barnier qui peuvent prendre le relais du Premier ministre. Ça veut dire quoi le chaos ? Le chaos, ça veut dire qu'on n'a plus de solution institutionnelle. Et le paradoxe, c'est... Donc crise de régime ? Mais bien sûr. On passe de la crise politique à la crise institutionnelle et au passage, on aura une crise financière et une crise sociale. Donc inutile de vous dire que pour un pays qui, avant le 9 juin, était heureux, ça fait drôle quand même. Il y a quand même une liberté parlementaire. Ce que vous appelez l'extrême droite, l'extrême droite a quand même le droit encore, et c'est prévu, quand même. Il faudra qu'elle prenne ses responsabilités, Madame Le Pen, quand même, parce que si elle s'allie avec... Elle ne peut pas tout seule renverser le gouvernement, avec son seul groupe parlementaire. Mélenchon non plus. Il faut donc que les deux extrêmes s'allient. Ce ne serait pas la première fois, puis ils nous font le coup en ce moment sur les hausses d'impôts quand même. À eux deux, on n'est pas loin de 65 milliards de hausses d'impôts, uniquement sur les riches d'ailleurs et les entreprises. Vraiment, le gouvernement n'est pas en reste, pour ceux qui avaient des doutes sur leur efficacité économique, Le Pen et Mélenchon, on n'est pas déçus. Mais si jamais ils votent ensemble, ce qui serait inouï, et d'ailleurs moi je ne veux pas y croire, à ce moment-là, on est dans une crise institutionnelle parce qu'on n'a plus de gouvernement. Ce matin, sur CNews et Europe 1, vous dites à Madame Le Pen, faites preuve de responsabilité, donnez la chance à ce gouvernement. Je dis plus que ça. Je dis on ne peut pas d'un côté prétendre, comme elle le fait, gouverner le pays, puisqu'elle est candidate à l'élection présidentielle, avec un programme économique qui est d'ailleurs totalement délirant, et dans le même temps, dire je suis prêt à renverser le gouvernement en votant avec l'extrême gauche. Voilà. Qui a pour seule vocation de déstabiliser tout notre pays. Donc il faut quand même bien voir que les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui sont des enjeux qui sont majeurs. Et moi, je suis frappé de voir que depuis ce triste début d'octobre, l'Assemblée nationale est frappée de folie. De folie, et bien sûr. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le RN et LFI et ses amis socialistes et écolos qui sont des idéologues et qui n'ont qu'un seul objectif: voter des hausses d'impôts massives, mais dans des proportions démentielles, et de l'autre, un bloc de majorité, de partis de gouvernement, qui sont prisonniers de leur couloir, parce que chacune des écuries veut aller en 2027, donc ne prenons pas de risques, et ne soyons pas trop copains avec le parti d'à côté, moyennant quoi, d'un côté vous avez des idéologues, de l'autre des calculateurs. Je dois dire que pour tenir bon dans cette période, faut quand même s'accrocher. Et pendant ce temps-là, Sonia Mabrouk, juste pour terminer le tableau de tout ça, l'économie est à l'arrêt. C'est-à-dire que les Français, sidérés de voir ces hausses d'impôts, ces délires votés tous les jours, la taxe sur les milliardaires, le retour de l'impôt sur la fortune, voté par l'extrême droite, c'est très intelligent aussi ça, moyennant quoi, déjà, il y a des tas de gens qui veulent partir de France, et il n'y a plus de consommation, d'investissement et d'embauche. Mais dans ce monde politique de fou, comme vous le dites, la droite... Elle est coquine, mais elle est contente sur les impôts. Alors, je vous le laisse. Je ne sais pas si elle est... C'est l'impression que ça donne, Je ne sais pas si elle est coquue, mais contente. Je ne crois pas qu'elle soit... Je ne crois pas qu'elle soit contente. Ça y ressemble. Ah oui, c'est ça que vous voulez dire. Pardon, je ne comprenais pas. Écoutez, bien sûr que ce n'est pas joyeux ce qu'on est en train de vivre, mais vous savez ce qui se passe quand même. Depuis le 1er janvier, moi j'étais ministre du budget, donc je sais comment on fabrique un budget. Depuis le 1er janvier, vous n'avez pas de gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait... Pendant le mois de janvier-février, il n'y avait pas de gouvernement. On attendait que M. Attal constitue le sien. Après, ils sont rentrés en période électorale, c'était les européennes. Donc les consignes de l'Élysée, c'était surtout vous n'annoncez rien sur le budget, donc ils n'ont pas travaillé, ils avaient peur à cause des élections. Arrive le 9 juin, où là, en un quart d'heure, le président de la République met le pays, joue le sort du pays au poker avec cette dissolution. Plus de gouvernement pendant l'été, alors que c'est le moment où on doit finaliser les lettres plafond envoyées au ministre et préparer la copie budgétaire. Michel Barnier, nommé mi-septembre, a exactement 15 jours pour faire son budget. Donc dans l'urgence,
Pour éviter la crise financière, il a été obligé de trouver une formule de baisse de dépenses autant qu'on pouvait en aussi peu de temps. Et regardez le délire à l'Assemblée. Donc la droite se renie pour sauver la France. Mais le vrai rendez-vous, c'est l'année prochaine. Tout le monde le sait. Monsieur Copé, vous venez de dire qu'Emmanuel Macron a joué le pays au poker. Malgré tout, vous continuez à dire... Et qu'il a perdu. Et qu'il a perdu. Malgré tout, vous continuez... Et vous avez dénoncé d'ailleurs dans un entretien au Figaro sa politique du chèque. Malgré tout, vous continuez à appeler à faire alliance et un pacte avec lui ? C'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les macronistes ont accepté, c'est pour ça que c'est compliqué de leur dire qu'on les hait, ont accepté que 12 ministres LR soient au gouvernement, dont le premier d'entre eux. Bon, donc ça prouve bien qu'il y a enfin, ça fait 2 ans et demi que je le demandais, enfin de la part du président de la République, contraint et forcé, l'acceptation de gouverner avec la droite de gouvernement. Bon, donc on sait qu'on est en situation, une fois qu'on aura passé ce cap très difficile en 2 mois du budget 2025, qu'on pourra d'ailleurs amender au fil du temps, préparer dans l'année 2025, le rétablissement de l'ordre dans les comptes, dans la rue, aux frontières et à l'école, et que paradoxalement, on va pouvoir commencer à parler de progrès. Progrès économique, social, scientifique, environnemental, technologique, bref, l'ADN de la droite de gouvernement. Oui, mais encore qui fait une vraie différence avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Vous les mettez sur le même plan ? Ça fait 3 fois que vous me dites extrême droite, extrême gauche. Le même plan ? Même menace pour vous ? Même menace au sens où... Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Copé, quel bulletin il glisse dans l'urne ? Écoutez, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Je ferai tout ce que... je vous promets qu'on en reparle. Elle viendra un jour, elle revient à chaque fois. Non, mais d'accord, mais non, franchement, c'est pas le sujet du jour. Là, le sujet du jour... quand on ne veut pas y répondre. Non, mais attendez, moi je vais vous dire un truc. Mon combat, il est de faire en sorte que des partis de gouvernement responsables travaillent à l'avenir du pays. Bon, donc faut pas se tromper. Vous savez quand même ce qu'ils vont faire au Rassemblement national aujourd'hui. Copé, hein. Oui, mais je dis pas le contraire. Mais s'ils sont élus, c'est bien que les partis de gouvernement ont échoué. Bah oui, le gouvernement au centre, le fameux « en même temps » à l'eau tiède, fait qu'on fait rien d'important. C'est pour ça que je plaide pour qu'on revienne à un vrai débat droite-gauche. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que les partis de gouvernement, là, aujourd'hui, macronistes, atalistes, philippistes, LR, etc., se retrouvent, parce que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Pour une ligne politique de droite, travaillons, de droite, bien sûr, de droite et de centre-droit. Pardonnez-moi, quand vous entendez certaines déclarations d'anciens ministres... Mais je suis d'accord avec vous. M. Attal, M. Darmanin, on se demande... Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse un peu appel à l'esprit de responsabilité de tous ces gens qui, accessoirement, veulent tous être président de la République. Imaginons demain... Vous en savez quelque chose, c'est l'ambition... Bien sûr, mais j'ai rien contre l'ambition. Oui. Je dis juste qu'il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse à un intergroupe parlementaire où les gens se parlent, où on recrée du lien, où on prépare l'avenir. Parce que pendant ce temps-là, vous avez le Rassemblement national, on parlait de LFI avec leurs 50 milliards de hausse d'impôts, c'est n'importe quoi. Mais du côté du Rassemblement national, aujourd'hui même, ils font une proposition de loi pour revenir sur les retraites à 62 ans. 20 milliards d'euros, ça coûte pour la démagogie pure. Le même RN qui joue vous savez, bad boy, good boy. Donc vous avez d'un côté le monsieur Bardella qui par tweet donne des instructions sur le réseau X en disant qu'il ne faut pas augmenter les impôts, vive les entreprises. Puis en plus il est en promo pour son livre parce qu'il écrit des mémoires. Il a 14 ans et demi mais il écrit ses mémoires. Et de l'autre vous avez les députés RN sur le terrain. Non, enfin vous m'avez compris. Oui, j'ai compris, moi je suis très ancien monde, vous voyez, donc moi je vois un peu tout ça, en me disant voilà, tous ces gens qui nous ont dit laissez-nous la France, on va se débrouiller entre génies, on n'est pas déçus. Mais donc objectivement, quand vous voyez ça et de l'autre que le RN a proposé 20 milliards d'augmentation d'impôts, mais vous dites mais on est chez les fous. Voilà. Justement, ça fait 2 fois dans ce monde de fous. Mais que restera-t-il du macronisme et d'Emmanuel Macron avec tout ce que vous venez de dire, Monsieur Copé ? Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il restera ce qui a été fait de positif sur l'attractivité économique de la France. Et ça, il faut le garder, parce que c'est vrai qu'il y a eu des baisses d'impôts plutôt intelligentes. Il y a dit M. Barnier. Mais je partage entièrement. Par exemple, je pense que ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire cet impôt forfaitaire pour permettre aux entreprises d'être à peu près alignées en compétitivité sur les autres pays européens, est une bonne chose. Mais le problème, c'est que dans le même temps, M. Macron n'a pas baissé les dépenses. Et donc, ne baissant pas les dépenses, il a accru les déficits dans des proportions folles. Et que sur le plan régalien, on l'a dit tout à l'heure, sécurité, immigration, école, tout est à refaire. Et progrès, ensuite, ce sera la prochaine étape. On va conclure rapidement avec quelques questions justement rapides, qui appellent des réponses rapides. Yacine Bellatar qui avait déclaré « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice », qui est présent dans la délégation française au Maroc. Choquant ? Oui, bien sûr, mais comment on peut comprendre ça en réalité ? C'est un voyage qui devait se passer sans aucune erreur, d'aucune sorte, aucun commentaire négatif. Quel était l'intérêt d'avoir cette approche
provocante, forcément, d'avoir Yacine Bellatar, dont on connaît les engagements, il se dit, et ça n'a jamais été vraiment démenti, qu'il a convaincu M. Macron de ne pas participer à la manif contre l'antisémitisme. Qui peut le comprendre? Et provoque sur provoque, il vient en basket, il est en jean, là où on a besoin d'un moment de dignité, y compris, pardon de le dire, vestimentaire, parce que ça fait partie aussi, le costume et la cravate, de ce qui fait la grandeur aussi, le respect des interlocuteurs. Roi du Maroc. Le livre de Jordan Bardella censuré par la régie publicitaire des syndicats dans les gares, surprenant? Je ne sais rien. En tout cas, je pense que... Vous devez avoir un avis. Oui, enfin, je trouve que tout ça, vu la gravité de ce qu'on vit en ce moment, est un peu superficiel. Le débat pour savoir si les mémoires de Jordan Bardella doivent être sur les panneaux publicitaires ou pas, honnêtement, moi, je suis plus trop là-dedans, là. Éric Ciotti, qui installe le siège de son parti juste en face des locaux LR, bon voisinage? En fait, ça aussi, tout le monde s'en fiche. Non, mais vous savez, Ciotti, c'est le personnage du traître de roman, comme on en a lu dans les romans de Balzac. En tout cas, lui, il vote pas les hausses d'impôts. Il est peut-être cohérent avec la... il vote pas les hausses d'impôts. Il vote pas les hausses d'impôts de quoi? Il s'est allié avec le Rassemblement national, qui a un programme économique totalement anti-libéral, alors qu'il nous explique qu'il est libéral. Laurent Wauquiez, entre soutien au gouvernement Barnier et volonté d'incarner une alternance au macronisme, tenable? On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'immédiat, il faut parler avec les autres partis de gouvernement, parce qu'on est trop petits, nous, aujourd'hui. Vous savez, les Républicains, aujourd'hui, c'est 47 députés. Malheureusement, heureusement, on a le Sénat, et puis c'est plus du tout le grand parti UMP qu'on avait connu. Donc moi, je suis partisan qu'on refasse un clivage droite-gauche avec l'UMP, et si on fait ça, et il faudra tout le monde. Il faudra tout le monde, bien au-delà de LR. Merci, Monsieur Copé, c'était votre grande interview ce matin, et à bientôt.